où nous allons écouter Aurélien Talbot. Donc Aurélien, tu es maître de conférence en traduction spécialisée à l'université Grenoble-Alpes, diplômé de l'ESIT, docteur de l'ENS à Lyon, et donc est membre du GRIMUTS, le groupe de recherche multilingue en traduction spécialisée, mais tu as aussi été traducteur professionnel dans le monde institutionnel, donc à l'ambassade du Mexique en France, puis au ministère des Affaires étrangères, et également traducteur d'édition, de guide de voyage. Enfin, tu as une longue expérience. J'ajoute que je crois que tu as une connaissance quasiment encyclopédique de la traductologie, et ça, c'est pas si courant. Et tu t'intéresses notamment aux évolutions actuelles des métiers de la traduction et de l'impact des métiers de la traduction, donc dans la perspective des différentes orientations que celle-ci a pu connaître au cours de son histoire. Et je te cède la parole. Donc là encore pour 20 minutes. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Oui, donc j'essaierai d'être à la hauteur de la présentation voilà, que tu as bien voulu faire de mon parcours. Donc, je vais arrêter la vidéo et partager mon écran pour avoir une meilleure qualité de connexion. Donc, je commence par partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tous le partage? Il n'y a pas de... Tout à fait. Par contre, du coup... Donc, je voudrais commencer donc rapidement par expliquer à partir de quelle perspective donc, je m'adresserai à vous aujourd'hui. En effet, donc, comme l'a expliqué Nicolas, je ne suis ni sociolinguiste ni spécialiste du traitement automatique des langues. Donc, je partirai de mon expérience de traducteur et d'enseignant de la traduction. Donc, traducteur, enseignant de la traduction, réfléchissant sur sa pratique. Et donc, c'est en ce sens que je vais proposer, pour évoquer le sujet qui nous réunit, de prendre pour point de départ un questionnement sur le savoir-faire du traducteur. Ainsi, à l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, dont j'ai pu suivre le cursus, la traduction est présentée comme un exercice d'intelligence au sens où une bonne traduction ne reposerait pas uniquement sur des connaissances ou savoirs linguistiques, mais consisterait d'abord et avant tout en un acte de compréhension et de réexpression entre lesquels se situerait une étape cruciale qualifiée de déverbalisation. Selon la théorie interprétative, au cœur du savoir-faire du traducteur, à l'oral comme à l'écrit, se situerait ainsi un phénomène que Danica Seleskovic, la fondatrice de la théorie interprétative de l'ESIT, avait pu appeler dès 1968 la pensée interprète. Par pensée interprète ou déverbalisation, il s'agit d'indiquer le moment du processus de traduction où le message à traduire en langue cible ne subsisterait qu'à l'état de concept non formulé dans l'esprit du traducteur. Jean-René L'Admiral, évoquant cette étape qu'il propose de qualifier à son tour de dissimulation, a pu déclarer qu'elle lui paraît représenter l'essence même de la traduction et se situer de plein pied avec le vécu de celui qui traduit. Carla Desjans Leféal, enfin, est allée jusqu'à affirmer en 1993 que la déverbalisation constitue le savoir-faire propre du traducteur et que toutes les connaissances et les capacités mises en œuvre pour accomplir ou même apprendre à accomplir cette opération ne sont rien d'autre que des préalables. Or, parallèlement, en 1980, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans maintenant, Danica Seleskovic, la fondatrice de la théorie interprétative, donc, revenait sur les évolutions de la machine à traduire pour évoquer la nouvelle orientation qui se dessinait alors en matière de traduction automatique. Cette nouvelle orientation, nous disait Seleskovic en 1980, se détachait des conceptions purement linguistiques et grammaticales ayant inspiré les recherches sur la machine pendant les 25 dernières années. Elle s'en détachait pour annoncer un système dit d'intelligence artificielle. C'est ainsi que Seleskovic estimait que la machine à traduire était théoriquement sur la bonne voie. Pourquoi? Notamment parce que le raisonnement scientifique de certains chercheurs se serait alors inversé, essayant non plus de partir de la machine pour aller vers l'homme, mais de partir de l'homme pour extrapoler à la machine et recréer un processus qui a son modèle dans l'esprit humain. Or, il semble possible de voir dans cette remarque une préfiguration de ce qui a pu être désigné comme le tournant empirique,
des modèles de traduction automatique dans les années 80, délaissant progressivement les systèmes à base de règles ou systèmes linguistiques pour mettre en place d'abord des systèmes à base d'exemples, puis à base statistique, avant d'aboutir aujourd'hui à ce qu'on appelle la traduction neuronale ou par apprentissage profond. Toutefois, le succès de ce tournant empirique de la traduction automatique a été rendu possible, comme cela a été rappelé, avant tout grâce à la disponibilité de plus en plus grande de corpus bilingues alignés associés à la puissance croissante des ordinateurs, l'effort d'intelligence, au sens où l'entendait la théorie interprétative, c'est-à-dire l'effort d'interprétation et de compréhension, pouvant être reconduit dans ce cadre en amont de la collecte des corpus parallèles. Autrement dit, si le passage d'une démarche déductive à une démarche inductive, dont s'est félicité Seliskovic, a pu constituer un palier, c'est d'abord grâce à une approche qualifiée par Thierry Poibeau d'en apparence simpliste, c'est-à-dire fondée sur des modèles statistiques et un stockage de données correspondant aux résultats du savoir-faire des traducteurs dans l'exercice de leur profession. Au terme de ces évolutions techniques, néanmoins, comme le rappelle aujourd'hui Dorothy Kenny, les frontières entre la traduction humaine et la traduction automatique ont fini par se brouiller. En effet, dans un environnement actuel de traduction assistée par ordinateur, une boucle de rétroaction peut se mettre en place entre la traduction humaine et la traduction automatique, chacune alimentant l'autre au point de les rendre difficilement discernables dans le résultat final. Le tournant empirique dans la traduction automatique que l'on connaît aujourd'hui et le fruit a eu par ailleurs, comme on peut s'en douter, de nombreuses conséquences sur le milieu de la traduction et je souhaiterais revenir ici brièvement sur 3 d'entre elles. Tout d'abord, du point de vue de l'exercice de la profession, il est évident que les répercussions étaient importantes et continuent d'être profondes. Au cours de la première décennie des années 2000, Daniel Guadec pouvait ainsi parler d'industrialisation galopante de la pratique professionnelle, induite notamment par un raz-de-marée informatique aux incidences extrêmement fortes. En ce qui concerne l'intégration de la traduction automatique au poste de travail du traducteur, cette hypothèse du passage d'une activité d'artisanat à un processus de fabrication industrielle pourrait être entendue de manière classique comme le résultat de l'accumulation d'un capital de savoir-faire technique incorporé à la machine. Néanmoins, cette hypothèse d'une révolution industrielle de la traduction pourrait gagner, me semble-t-il, à être creusée au moyen d'une réflexion non seulement sur le passage qu'elle implique de la manufacture à la fabrique, mais aussi d'une réflexion sur ce que peut nous enseigner le concept d'industrie, lorsque celui-ci est mis en rapport avec celui d'automatisme dans le cadre d'un questionnement plus large sur la traduction comme technique. Cette remarque me permet d'introduire un autre type de conséquences que l'on pourrait tirer des derniers progrès de la traduction automatique. Conséquences qui concerneraient moins directement l'environnement professionnel du traducteur que la représentation de son savoir-faire. En effet, dans ce nouveau contexte, on pourra se demander s'il ne convient pas de réexaminer la place accordée à la pensée interprète dans le processus de traduction, non seulement parce que le processus cognitif de la traduction aurait connu des altérations, comme le souligne avec pertinence Elisabeth Lavaux-Oléon, mais aussi parce que les progrès de la traduction automatique conduisent peut-être à reconsidérer l'idée sous-jacente à la représentation classique que l'on se fait de son savoir-faire. S'il est vrai, comme le suggère Thierry Poibeau, que la linguistique a été déstabilisée par les succès des méthodes empiriques et des systèmes fondés sur des techniques relativement simples, un tel succès pourrait être d'autant plus sensible dans le domaine de la traductologie. De fait, la traduction automatique est désormais en mesure de calculer des équivalences dépendant du contexte ou des équivalents traductionnels. Or, le résultat de la déverbalisation ou de la pensée interprète se cristallise, selon la théorie interprétative que j'évoquais au début, dans des correspondances inédites, expressions qui visent toute la part de la traduction qui échapperait au transcodage et qui serait ainsi garante de la diversité des usages en traduction. La question qui semble ainsi se poser à nouveau frais avec les progrès de la traduction automatique serait celle du rapport entre structure et invention ou créativité dans le savoir-faire du traducteur. Autrement dit, dans quelle mesure les associations d'idées, dont parlait Danica Seliskovic, associations d'idées qui réalisent le processus de la compréhension et se produisent pendant que disparaissent les formes verbales originales, dans quelle mesure ces associations d'idées propres à la déverbalisation et qui doivent aboutir à des correspondances inédites conformes au génie de la langue cible, ne sont-elles pas subsumables dans un calcul statistique? Dans quelle proportion les résultats de la traduction automatique sont-ils moins diversifiés que les solutions proposées par un traducteur professionnel qui aurait pour tâche de créer, selon les contextes, l'équivalent le plus propre à examiner ce que veut dire l'auteur? Une autre manière de formuler la question qui s'ouvre ici, à nouveau avec la traduction automatique, serait de demander jusqu'à quel point le sens qu'un traducteur a besoin de comprendre pour traduire un texte ne serait pas
en fin de compte, moins exhaustif ou moins approfondi que ne le laisse supposer la représentation classique de son savoir-faire. Peut-être utile de rappeler à cet égard des propos de Nicolas Freliger qui consonnent, me semble-t-il, avec l'expérience que peut avoir un traducteur professionnel. Nicolas Freliger pose ainsi la question suivante. Peut-on tout traduire sans comprendre? Évidemment, non. Il ajoute, peut-on traduire... Pardon, évidemment non, il faut au moins avoir l'impression d'avoir compris quelque chose. Il ajoute, peut-on traduire sans tout comprendre? Évidemment, oui. Enfin, après un développement qu'il serait intéressant de commenter en détail, il conclut de la manière suivante, comment traduire sans comprendre en s'appuyant sur la forme et en misant sur les procédures d'écriture. En 2019, Thierry Poibaud rappelait à juste titre qu'un système de traduction automatique ne comprend pas le texte à traduire. Il ne fait que retrouver des équivalents traductionnels à partir de grandes masses de données textuelles sur une base essentiellement statistique. Toutefois, dès lors que la nature indépassable du mur ou de la digue du sens en traduction automatique serait remise en question au regard des résultats désormais efficaces produits par les méthodes empiriques et l'apprentissage profond, n'y a-t-il pas là un élément de nature à justifier un réexamen de la représentation classique de la compréhension du sens en traduction en se gardant de tout idéalisme? Après avoir ainsi rapidement évoqué quelques conséquences du tournant empirique de la traduction automatique sur la pratique professionnelle de la traduction, puis sur la représentation classique du savoir-faire du traducteur, je voudrais maintenant en venir à un troisième type de conséquences intimement liées aux deux volets précédents, à savoir revenir plus spécifiquement sur la question de la diversité linguistique et des manières de traduire. À cet égard, les analyses sont aujourd'hui contrastées et il me semble utile de s'efforcer de ne pas les simplifier. Comme le fait remarquer Dorothy Kenny de manière assez paradoxale, la traduction automatique peut à la fois être conçue d'une part comme un moyen de maintenir la diversité linguistique, au moins en ligne, et d'autre part comme un facteur renforçant l'hégémonie culturelle de l'anglais. Michael Cronin observait ainsi en 2013 que les statistiques concernant Internet indiquent que les technologies favorisent la diversité linguistique plutôt qu'elles ne la mettent en danger. De même, selon lui, l'idée du déclin d'une lingua franca mondiale se fonde sur un modèle de traduction automatique qui fonctionne. De son côté, Thierry Poibaud mentionne 3 raisons de concevoir la traduction automatique comme un facteur renforçant l'influence de l'anglais comme lingua franca mondiale. Nous venons de les voir avec l'intervention précédente. Donc, premièrement, le fait que les masses de données disponibles en anglais sont incomparables à celles disponibles dans d'autres langues. Deuxièmement, le fait que l'anglais est par conséquent utilisé comme langue pivot. Et troisièmement, la morphologie, donc très pauvre, et le caractère relativement fixe des mots en anglais ferait de cette langue un candidat idéal, nous dit Thierry Poibaud, pour la tâche de la traduction automatique. Dans ce cadre, comme j'ai déjà cherché à le souligner en repartant du concept de déverbalisation ou de pensée interprète dont les correspondances inédites constitueraient la cristallisation, non seulement la diversité linguistique serait en jeu, mais aussi la diversité des manières de traduire. Autrement dit, de même que pour les langues, les manières de traduire les plus en vue sur Internet pourraient avoir mécaniquement tendance à se renforcer, augmentant par là même, par le jeu des probabilités, le risque de voir progressivement disparaître d'autres manières de traduire qui seraient moins répliquées. Mais là aussi, les points de vue peuvent diverger et tel traducteur pourra affirmer que les suggestions de la traduction automatique lui permettent au contraire de diversifier sa manière de traduire, jouant ainsi le rôle d'inspiration dans son processus d'association d'idées, pour reprendre les termes de Seleskovic, la traduction automatique étant ainsi conçue comme un fonds très riche dans lequel puiser un fonds d'archives collectives de traduction sans cesse réagencé. Et quel traducteur n'a pas pu constater en effet que les résultats de la traduction automatique le mettaient parfois sur des pistes tout à fait fécondes. Par conséquent, on le voit, la rupture ou la disruption technologique de la traduction automatique a des conséquences importantes, mais l'appréciation de ces conséquences, notamment du point de vue de la diversité ou de l'uniformisation qui en résulte, que ce soit concernant les manières de traduire ou la vie des langues, continue d'être source de débat. Ces débats, on pourrait le rappeler, ne sont pas étrangers à l'histoire de la traduction et des langues. D'autres ruptures techniques ont influé sur la conception de la traduction et des savoir-faire qui y sont attachés. L'invention de l'imprimerie à la Renaissance constitue une autre rupture technologique importante qui a conduit à un essor sans précédent des traductions et à des débats très vifs sur le rôle du traducteur. Par ailleurs, Anthony Pym mentionne que la profession d'interprète de conférences n'aurait pas vu le jour sans l'invention des casques audio par IBM et leur généralisation après-guerre.
Cette plus ou moins grande profondeur de champ avec laquelle la question de la traduction automatique peut aujourd'hui être abordée pose un problème que l'on pourrait comprendre, avec Elie Düring, comme un problème de distance à trouver pour considérer un phénomène technique quel qu'il soit. La traduction automatique, de même que d'autres progrès techniques qui bouleversent nos quotidiens, peut en effet donner lieu à des réactions contradictoires. L'optimisme des uns contraste avec le pessimisme des autres. Il y aurait d'un côté les technophiles ou technolâtres et de l'autre les technophobes ou technosceptiques. Mais selon Düring, technosceptiques et technolâtres ont en commun de prendre la technique à la fois de trop haut et de trop près. Comment donc trouver la bonne distance pour considérer la traduction automatique ? Dans cet objectif, il peut apparaître indispensable pour commencer de s'efforcer de s'en tenir à ce que Philippe Lacoue-Labarthe désigne comme une stricte pensée de l'irréversibilité technique, c'est-à-dire une pensée qui ne dériverait pas vers une relégitimation du caduc. Comme l'exprime simplement Anthony Pym, les technologies, pour le meilleur et pour le pire, ne sont pas appelées à disparaître. Face au double écueil de la technophilie et de la technophobie, il peut ainsi sembler raisonnable de ne pas quitter le plan de la description des différents dispositifs et des différents progrès. Toutefois, pour poursuivre cette intervention, je prendrai le risque de continuer à tirer sur le fil de la question du savoir-faire et des théories de la traduction. Après avoir vu la théorie interprétative, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Donc, 10 ans avant l'élaboration des premiers éléments de cette théorie du sens par Danica Seliskovic, une méthode de traduction dans le domaine francophone avait constitué un jalon marquant. La stylistique comparée du français et de l'anglais de Vinet et d'Arbelnet, qui se donnait pour objectif, selon leurs auteurs, de dégager un ensemble de lois qui président au miracle d'une parfaite traduction. Vinet et d'Arbelnet s'étaient ainsi mis en quête en 1958 des lois de la traduction, et s'il est vrai qu'ils s'étaient alors fondés pour leur démonstration sur des exemples créés de toutes pièces, certaines de leurs observations peuvent laisser penser que s'ils avaient pu disposer des outils actuels, ils n'auraient peut-être pas hésité à employer les méthodes empiriques des recherches plus contemporaines. Il aura fallu néanmoins attendre la traductologie de corpus, dont le coup d'envoi est dû à Mona Baker en 1993, et qui s'inspire de la traductologie descriptive de Gideon Toury pour réorienter la recherche des lois présidant à une traduction parfaite, selon l'expression de Vinet et d'Arbelnet, la réorienter vers la description d'un comportement tendanciel des traducteurs dont les effets seraient statistiquement observables dans les textes traduits, pour citer Yvon Kéronnes parlant de Gideon Toury. Le fil qui permet ainsi de relier ces théories de la traduction est constitué à la fois d'interrogations communes autour des notions de loi ou de normes, voire d'universaux, mais aussi tendues par des divergences profondes, de nature avant tout méthodologique, le formalisme linguistique de Vinet et d'Arbelnet pouvant rappeler les premières tentatives pénibles des systèmes de traduction automatique fondés sur des règles, tandis que les recherches guidées par l'observation de corpus multilingues pour en dégager des constantes sont contemporaines des succès enregistrés parallèlement par les systèmes de traduction automatique actuels. On pourrait ainsi avoir l'impression, en examinant ces similitudes et divergences qui tournent autour de la potentielle ambiguïté du terme de norme, pour citer Jeremy Monday, que nous sommes ici face à ce que Gilbert Ottois a pu désigner comme un reversement d'inscription, à savoir qu'on a l'illusion que le signe, la culture, l'histoire réussit à inscrire la technique, alors qu'en l'occurrence, ce serait la technique qui gouverne le signe en secret. Autrement dit, dans le mouvement qui va de la stylistique comparée à la traductologie de corpus, qu'il s'agisse en allant de l'une à l'autre de changement d'orientation ou de changement de visée, la détermination principale semble demeurer celle d'une volonté scientifique de dégager des lois, que celles-ci soient de nature formelle ou empirique. Les notions de normes, de lois et d'universaux offriraient ainsi un nœud vers lequel différentes approches du phénomène de la traduction semblent converger. Elles ont pour enjeu la diversité dans la mesure même où elles réactivent la question de la définition de la traduction en tant qu'artisanat, en tant qu'art ou en tant que science, et maintenant en tant qu'industrie, question dont le soubassement technique apparaît très clairement à l'époque de la reproductibilité, pourrait-on dire, de la traduction automatique. Or, l'articulation entre différences d'un côté et normes, lois ou universaux de l'autre a pu conduire depuis plusieurs années divers chercheurs issus de plusieurs horizons à s'intéresser à un paradigme de la traduction, selon l'expression proposée par Paul Ricoeur en 1998. Pour clore cette intervention, je souhaiterais ainsi évoquer brièvement cette idée d'un paradigme de la traduction dans la mesure où ce paradigme offrirait peut-être une ouverture ou un pas de côté par rapport au renversement d'inscription dont certaines théories de la traduction peuvent apparaître révélatrices.
Les implications possibles de l'automatisation de la traduction par rapport à la diversité linguistique pourraient ainsi peut-être être réévaluées à une autre aune. C'est ainsi que le philosophe Étienne Balibar fait appel à la traduction en tant que pratique de la différence, dans le cadre d'une recherche de méthode de construction de l'universel, d'un universel pratique qu'il oppose à un universel théorique. De même, on le sait, Barbara Cassin propose de compliquer l'universel à partir d'une réflexion sur ce que la traduction en tant que paradigme permettrait de penser. Dans le même mouvement, le traductologue et juriste François Host invite à croiser le paradigme de la traduction et l'expérience juridique pour parvenir à concevoir un universel concret ou un pluriversel. Notre exposé nous ayant conduit à mettre en lumière l'importance des notions de loi formelle ou statistique pour considérer la traduction automatique, le recours à François Host semble plus à même de poursuivre dans ce cadre notre questionnement sur la mise en relation de ces notions et l'activité de la traduction. L'intérêt du rapprochement entre l'expérience juridique et le paradigme traductif serait ainsi de montrer comment pratiquement le droit permet de conjuguer l'unité et la diversité. Illustratif de cette démarche serait, nous dit François Host, l'exemple de l'article 33 de la Convention internationale sur les traités, qui parvenait à dire en même temps une chose et son inévitable contraire. Exemple très révélateur de cette manière de lucidité juridique instruite de façon très pragmatique des leçons de l'expérience et de la nécessité d'aboutir à des solutions pratiques. Parallèlement, remarque François Host, un premier bénéfice de cette transposition du droit à la traduction consiste à préserver la théorie générale de la traduction des idéalisations auxquelles elle pourrait assez facilement prêter le flanc. En d'autres termes, le droit offrirait la possibilité de développer un concept de loi peut-être davantage en syntonie avec la pratique de la traduction que la notion de loi scientifique ou statistique que l'on a évoquée précédemment et qui serait caractéristique des approches de la linguistique contrastive ou de la linguistique de corpus appliquée à la traduction. Un concept de loi mettant en jeu un savoir-faire quotidien avec les différences, quels que soient par ailleurs les équivalents standards de la traduction automatique. En tout état de cause, l'universel pratique ou concret de l'équivalence dans la différence, au fondement du paradigme de la traduction, repose sur une contradiction qui semble tout aussi flagrante que les avancées techniques de la traduction automatique. Le traducteur et traductologue Edmond Cary, cité par Jean Delisle, déclarait ainsi en 1956 « Les traducteurs vivent de la différence des langues mais travaillent à la réduire ». Néanmoins, quand bien même l'on serait d'accord sur le diagnostic, il reste possible de peser différemment sur les polarités mises en jeu par cette contradiction sans répit, sans répit, entre affirmation de la diversité et approximation de la différence. Merci. Merci beaucoup Aurélien Talbot pour cette contribution à la fois érudite et quasiment spinoziste, voire bourdieusienne. Est-ce qu'on est aussi libre de ses choix qu'on pense l'être? Bonne question. On a amplement matière, effectivement, à réflexion et à discussion avec ces deux premières interventions, mais ce n'est pas encore tout à fait le temps du débat, car